La Santa Maria, plus lourde, fermait la marche. Le pavillon vert et blanc claquait maintenant dans la forte brise marine, et la croix, sur les voiles gonflés, frappait au plein mi-temps de la toile, faisait face à l'inconnu. Chinito reçut une mission de confiance. Jointe au service personnel de Colomb, elle le remplit de fierté, mais aussi le condamnait à la perpétuelle angoisse de se rendre coupable d'un instant d'oubli. Il fut chargé de retourner les ampolletas. C'étaient des sabliers dont le contenu s'écoulait en une demi-heure. Dans la vie hors du temps des voiliers, sur la houle toujours déserte, l'existence était fractionnée en tours de garde. La hauteur du soleil, l'apparition de la première étoile, un air plus frais venu de l'horizon ou la couleur plus rousse de la lumière, un bleu des vagues plus profond, étaient autant d'indices pour se repérer dans la fuite d'un jour trop semblable aux autres. Mais cela ne suffisait pas. Chinito devint la main qui comptait les heures. Il y apporta un sérieux sans faille, cochant sur une baguette de bois tendre chaque retournement de sablier. Un quart durait 8 ampolletas. Les membres de l'équipage qui, depuis le petit matin, retendaient les écoutes, s'usaient les yeux dans la hune à déceler une improbable voile sur la mer, ou balayaient le pont assailli par les embruns, auraient mal accepté un sablier oublié. Le 6 août, qui était un lundi, le malagueño descendit de la vigie à la fin de son tour de guet et signala que depuis un moment, la Pinta élargissait ses distances avec les deux autres caravelles. Le vent soufflait pourtant, les voiles gonflées permettaient une bonne route. Comment fallait-il interpréter cette manœuvre de Pinson? À la façon dont Colomb braqua sa lunette sur le voilier qui n'était plus qu'un gros point à l'horizon, le malagueño, Chinito sur ses talons, dut comprendre comment le capitaine l'interprétait. S'il n'avait pas, comme le mousse, l'occasion de vivre quotidiennement dans l'entourage immédiat de Colomb, il était trop habitué par contre à la vie en mer pour ne pas percevoir la rivalité profonde entre les deux navigateurs. La rumeur lui avait rapporté des informations qu'il avait pu confirmer lui-même. On parlait en mangeant la soupe de fèves. On se racontait les événements du jour, les mots entendus à la dérobée, dans la promiscuité du navire. Surtout, on se souvenait des propos de taverne, des bavardages sur la place de Palos et dans les ruelles. Les silences de Colomb, la brusquerie de certaines de ses attitudes disaient sa méfiance envers l'homme qui avait basé l'entreprise sur sa fortune et son habitude des gens de mer. Regardez, s'écria Chinito en tendant le doigt. L'équipage avait vu en même temps que lui la fumée qui montait du château d'arrière de la Pinta. Ce n'était pas une fumée d'incendie, mais la haute colonne noire du signal d'alarme. Chinito en oublia ses sabliers. Christophe Colomb donna des ordres. La Santa Maria changea sa course pour rejoindre la caravelle qui appelait à l'aide. Quand les bateaux se rangèrent, flanc contre flanc, la nouvelle sauta d'un bord à l'autre. Le gouvernail! Il est sorti de ses gonds. Comment ça? Je sais pas. Un gouvernail si solide, ce Cristobal Quintero, propriétaire du navire, à qui on avait un peu forcé la main pour qu'il lançât la Pinta dans une opération dont elle pouvait fort bien ne jamais revenir, n'avait-il pas intérêt à ce que le voyage s'arrêtât pour elle aux Canaries? Au-delà commençait l'inconnu. Tu n'as pas remarqué quelque chose? Non. Gomez Rascon s'entend avec Quintero. Il a déjà travaillé avec lui. Eh bien, il se tenait à l'écart, de l'air de celui qui ne connaît rien à l'affaire, comme s'il n'avait jamais vu un gouvernail de sa vie. Il voulait pas avoir des histoires. Il se pourrait qu'il en ait. Chinito servit des bols de bouillon à son maître, au patron et au pilote de la Santa Maria, qui s'étaient réunis sur le gaillard d'arrière pour s'entretenir d'une avarie aussi inexplicable. Si encore la mer était démontée, remarqua Juan de la Cosa. Une vague trop dure peut entraîner un accident de ce genre. Mais la houle est régulière et nous filons bon train. Un gond a peut-être cédé, avança Pero Alonso Nino, le pilote, qui voulait se montrer réservé. Un point de rouille suffit. Le bois s'affaiblit. Pourtant, Quintero n'a pas la réputation d'être négligent. Le bouillon refroidissait et aucun des hommes ne songeait à le boire. Chinito recula dans l'ombre. Il profita de ce que chacun des trois suivait sa pensée, sans oser la formuler en clair, pour avaler le fond du seau. Ce lui fut un petit réconfort, car il commençait à se demander si la chance l'avait véritablement accompagné alors qu'il fuyait Grenade. La vie à bord s'était vite révélée une suite ininterrompue de tâches multiples. Les marins lui faisaient payer la protection du capitaine.
On le tenait le plus souvent à l'écart. Les conversations s'arrêtaient lorsqu'il s'approchait d'un groupe, ou bien reprenaient de plus belle, car on ne doutait pas qu'il rapporterait les propos à celui auquel ils étaient indirectement destinés. Sans perdre longtemps de vue les ampolletas, Chinito devait laver le pont, répartir les écuelles de soupe au prix de récriminations nombreuses et de mouvements d'humeur lorsque la louche n'était pas assez pleine. Il lui fallait monter dans les gréements pour tendre un cordage, répondre à l'appel du guetteur dans la grande hune en se hissant le long d'un filin qui lui brûlait les paumes et les jambes. La première ascension dans le monde aérien du navire. Vieillard écrivant, il s'en souvenait encore. Il ressentait, avec toujours autant d'acuité, la peur qui lui fouillait le ventre, l'impression de vertige accentuée à chaque mouvement. Il montait, il montait. S'il fermait les yeux, il craignait de lâcher prise. S'il les conservait ouverts et s'il regardait au-dessous de lui, la houle l'attirait, le pont se mettait à tourner, l'horizon chavirait. Les mille grincements des agrès mêlés au claquement des voiles le cernaient d'un vacarme assourdissant. Le pilote, en particulier, prenait un malin plaisir à lui faire transmettre des ordres à la vigie, perdue dans l'azur fouetté de vent. Chinito comprit plus tard que Pero Alonso n'était pas méchant homme, mais que, formé lui-même de cette façon au métier de la mer, il croyait agir pour le bien du mousse. Hé, Chico! Monte dire à Miguel! Chinito crachait dans ses mains, avant de saisir le cordage à l'oblique dissuasive. Un jour de malchance, ses mains s'ouvriraient, ses genoux et ses pieds desserreraient leur étreinte et il s'écraserait sur le pont ou bien disparaîtrait dans la mer. Tout serait fini alors des misères de ce monde. Chinito n'arriverait pas au pays des toits d'or et des oranges profuses. À cette pensée, il crispait un peu plus les doigts sur le chanvre rugueux. Ses jambes se tordaient au prix de brûlures nouvelles et il montait vers les nuages, vers le grand ciel bleu et vide, sous l'œil goguenard du matelot de veille, rompu à tous les balancements du navire. Au troisième jour, la crainte se fit moins acérée. Le mât sembla perdre de la hauteur et le vent prit un goût de sel, un parfum d'eau que Chinito remarqua pour la première fois. Le moussaillon osa regarder au-dessous de lui. L'équipage ne prêtait aucune attention à ses progrès. Les passagers qu'on avait embarqués parce qu'ils voulaient être de ce téméraire voyage et les premiers à atteindre le pays du Grand Khan par l'ouest bavardaient avec le capitaine. Personne ne s'occupait du garçon perdu entre ciel et mer. Alors, tout soudain, tout magnifiquement, la peur et le vertige s'en allèrent. Ils laissèrent la place à une merveilleuse impression de liberté. Chinito rit tant il était heureux. Il était oiseau. Il n'avait plus de poids, il n'avait plus de peine. Un accord venait de se nouer entre lui et la Santa Maria. C'était l'heure du couchant, comme en ce jour où il avait découvert la mer. Le soleil flambait. Chinito allait jusqu'au bout du monde et il fut certain d'atteindre le pays des milliers d'oranges. Il était accroché aux vergues, se jouant maintenant de l'oscillation régulière imposée par la houle, la poitrine emplie de hardiesse, la tête éperdue d'une joie de vivre qui lui donnait envie de chanter. Brusquement, les hommes coururent à bâbord. Du récipient de métal fixé à la poupe de la Pinta, comme il y en avait un sur chaque navire, une seconde fois en 2 jours, la colonne de fumée noire monta. En même temps, l'intervalle avec le navire se creusa de façon visible. La Pinta se trouvait de nouveau en difficulté. Son gouvernail venait de sauter alors qu'il avait été réparé la veille et que rien ne justifiait une telle faiblesse après des années de vaillante navigation. Le Chinito d'autrefois posa sa plume pour écouter le bruit de la pluie. Vieil homme aux doigts secs, qui se faisait douloureux à l'épreuve de l'écriture, il se revoyait jeune garçon vainqueur de son vertige, allant vers une énigme avec insouciance et des larmes de fatigue vite ravalées. Lui revenait en mémoire le front soucieux de Christophe Colomb à l'annonce de l'avarie et les ordres que le capitaine donna pour que l'on fît route vers l'île de Lanzarote afin d'aborder au plus vite à la Grande Canarie. Au plus vite, Pedro Alvarez tendit les mains vers le brasero avant de reprendre sa plume. Au plus vite. Le ciel tout à coup avait paru s'associer au sourd dessein du saboteur, car sabotage il y eut. Le vieux marin, en y repensant, en était convaincu. Il s'égarait, perdait le fil de sa narration à cause du bruit endormeur de la pluie. Pedro fit un effort pour que ressurgissent de ses souvenirs la Santa Maria et ses 2 sœurs. Donc le ciel, soudainement,
ne fut plus avec eux. Des vents contraires obligèrent d'abord les pilotes à une navigation difficile, puis tomba la bonasse tant redoutée. La Grande Canarie ne put être atteinte qu'au soir du 11 août. Pendant que la Pinta blessée dérivait et embarquait de l'eau en essayant de gagner Las Palmas, Christophe Colomb partit à la recherche d'un navire de remplacement. Son impatience augmentait avec la fuite des jours. L'automne venait et, même dans ces régions au climat délicieux, on en sentait l'approche à de très petits riens qui mettaient une fièvre dans l'esprit du capitaine. Une teinte du ciel à certaines heures de la journée, des brumes attardées, un alanguissement des masses florales débordant en cascades des jardins clos, une tombée du soir plus rapide, la présence des lampes et des luminions qu'on avait presque oubliés en traversant l'été. L'océan avait une respiration différente pour qui le connaissait. Il fallait trouver une autre caravelle et hâter le départ. Laissant la Niña dans les chantiers navals de Las Palmas, où l'on changea ses voiles triangulaires contre une voilure carrée, plus capable d'affronter le large, Christophe Colomb partit pour la Gomera. Chinito y entendit parler de l'île bleue fantomatique qui, certains jours, apparaissait au-dessus des flots. Des pêcheurs, des marins, plusieurs femmes du port assurèrent l'avoir vue. Cela durait peu et revenait pour disparaître et réapparaître au moment même où l'on commençait à douter de ses yeux. Une île toute bleue, comme un morceau de ciel figé à la crête des vagues. Loin? On ne saurait pas dire. Loin? Insistait Chinito. Elle ne semble pas loin. Le capitaine attendait au château San Sebastian le retour de la dame qui gouvernait la Gomera. Il rentrait le soir sur son navire, lourd d'impatience et de vision pour avoir contemplé les flots si longtemps. Sais-tu ce que j'ai appris, Chinito dit-il un jour où il lui fallait s'abandonner à la confidence. Le garçon n'eut pas à répondre. Son mutisme était réponse. Quand le capitaine monologuait au sortir de ses longs isolements, il était l'oreille patiente et le cœur reconnaissant. Un gentilhomme, alors que nous nous promenions sur les remparts, m'a montré l'ouest en m'assurant qu'une île apparaît parfois lorsque le temps est clair. Une île bleue, tu le savais? Chinito opina, intimidé d'avoir coupé la parole à son maître. Dis-moi, tu le savais? Colomb le tenait au bras de ses mains crispées. Une excitation qu'il ne contrôlait plus s'était emparée de lui. Sa voix haletait. Comment le sais-tu? Des pêcheurs l'ont vu, des femmes aussi. C'est un appel, proféra Colomb, dans un grommellement. On la voit encore de Madère et des Açores. Comment avais-je pu l'oublier? Un homme de Madère l'a affirmé un jour devant moi, au roi du Portugal. Il faut partir, Chinito. Le lendemain, dans le crépuscule, sans plus d'espoir de trouver une remplaçante à la Pinta, ils revinrent à Las Palmas. La Santa Maria navigua par une nuit de feu. À Tenerife, le volcan s'était réveillé. Le ciel rougeoyait, des coulées de lave traçaient des chemins ardents au flanc de la montagne. L'air sentait la combustion satanique. Les marins effrayés se signaient dans l'obscurité. Le capitaine vivait de sa fièvre. Parmi les incertitudes du temps présent, une certitude lui restait chevillée au cœur. Les Indes l'appelaient. Pinson, après avoir dérivé pendant 12 jours, ne voulut pas se séparer de sa Pinta. Elle était réparable. Plus de radoubement de fortune qui les mettrait à la merci d'un paquet de mer. La coque fut pourvue d'un gouvernail tout neuf et calfaté avec soin. Ainsi, elle pourrait aller jusqu'au bout du monde. Et n'était-ce pas justement au bout du monde qu'elle voulait aller? Les 3 caravelles retournèrent à la Gomera pour y remplir leurs cales de ce qui était nécessaire à une longue navigation. Sur les quais s'entassaient des barils d'eau, des tonneaux de viande salée, des sacs de toutes sortes et, vidés à plein tombereau, du bois de chauffage aussi encombrant qu'indispensable. Le 5 septembre, le capitaine annonça que le départ était prévu pour le lendemain. Il ne s'était que trop attardé dans les douceurs tropicales. L'heure était venue de couper les liens avec le vieux monde. L'île bleue attendait. L'impatience de Colomb se doublait d'une inquiétude. Le roi Jean, maître de ce Portugal que le navigateur avait dû quitter pour trouver des oreilles attentives au projet grandiose, se repentait sans doute de ne pas avoir armé les caravelles d'un voyage de gloire et d'or. Des vaisseaux portugais croisaient dans les parages afin de surveiller les mouvements du futur amiral de la mer Océane. S'ils nous rencontrent, ils le feront prisonnier. On se répétait la menace. Comme toujours, le souci de Christophe Colomb
dite une seule fois et en peu de mots, ne se percevait plus qu'à son front barré de grandes rides et à ces silences desquels il ne sortait que pour donner des ordres brusques. Nous n'attendrons pas la pleine lune. Demain, à l'aube, nous partons. La messe les rassembla dans l'église de l'Assomption. Ils confessèrent leurs faiblesses récentes, se dépouillèrent des fautes anciennes au moment de quitter les terres connues. Oubliant que l'espace étroit d'une caravelle surpeuplée était le creuset de tous les péchés, ils s'efforcèrent de devenir meilleurs avant de voguer vers les Indes du Grand Khan, le paradis terrestre où ils hésitaient à le penser, se refusaient à en prononcer les mots. Une peur insidieuse les harcelait à l'idée d'un trou immense aux confins du monde qui les engloutirait. Leurs voix s'élevèrent en un chœur de louanges. Le prêtre traça de deux doigts tranquilles une croix au-dessus des têtes inclinées. Chinito, seul dans un coin, à genoux sur les dalles, laissa échapper un gros soupir.